Alors maintenant, nous allons rentrer dans le cadre de notre dernière partie de ce chapitre. On va essayer d'expliquer ce qui se passe lors de la dissolution d'un cristal ionique. Alors en fait, déjà, il y a trois étapes lors de cette dissolution. Il y a d'abord la dissociation, ensuite il y aura l'étape de solvatation et enfin de dispersion. Commençons par l'étape de dissociation. Lorsque je vais avoir des molécules d'eau, de solvant qui vont arriver, eh bien les ions qui sont à la surface du cristal vont être attirés par les forces électrostatiques qui vont s'exercer entre le solvant et les ions en surface. Ces forces électrostatiques vont compenser les forces électrostatiques attractives internes au cristal, et donc petit à petit, les ions qui sont en périphérie vont se détacher du cristal. C'est la destruction de celui-ci. Vient ensuite l'étape de solvatation. Une fois que les ions du cristal ionique sont dissociés, les molécules d'eau vont venir les entourer et sous l'effet des forces électrostatiques, elles vont s'orienter différemment suivant si elles ont affaire à un cation ou à un anion. Et une fois que les constituants du cristal ionique sont séparés, eh bien l'agitation thermique ou même mécanique réalisée par un agent extérieur, c'est-à-dire simplement en remuant avec un agitateur, eh bien les ions solvatés vont pouvoir se répartir progressivement dans l'ensemble du solvant. Et à ce moment-là, on aura donc un mélange homogène qu'on va appeler la solution. Donc comment écrire l'équation de dissolution d'un cristal ionique? Eh bien il va falloir tenir compte de la conservation de la matière, mais aussi de la conservation de la charge. Alors là, on a parlé d'un cas simple de dissolution d'un cristal ionique dans un solvant, mais des solides moléculaires peuvent aussi se dissoudre dans des solvants. Le sucre, on arrive bien à le mettre dans de l'eau, à le dissoudre dans de l'eau. Mais ce ne sera pas le même type d'interaction qui vont intervenir. Ce sera des interactions de type Van der Waals ou éventuellement liaison hydrogène. Alors si un solide moléculaire est formé de molécules polaires, il va être très soluble dans un solvant polaire. Et à contrario, si le solide moléculaire est plutôt constitué de molécules apolaires, il sera plutôt soluble dans un solvant apolaire. Maintenant que nous avons dissous notre solide, qu'il soit ionique ou moléculaire, dans un solvant, il est intéressant d'aborder maintenant la notion de concentration afin que l'on puisse estimer la quantité de matière d'espèce dissoute par volume de solution. La concentration de soluté apportée se définit de la manière suivante. Il s'agit de la quantité de matière de soluté apportée divisée par le volume de solution. C'est l'expression classique C égale N sur V. On notera la concentration de soluté apportée C. La concentration molaire de l'espèce chimique en solution, on la notera du symbole de l'espèce chimique, mais entre crochets. Dans une solution non saturée, la concentration en espèce moléculaire est égale à la concentration de soluté. Lors de la dissolution d'un cristal ionique, ça va être un petit peu plus complexe. Parce qu'on a vu qu'un cristal ionique, il n'y avait pas forcément la même proportion de cations que d'anions. Donc la concentration ne peut pas être la même que la concentration du soluté apporté. Par contre, forcément, la concentration des différents ions solvatés sera proportionnelle à cette concentration. Il va falloir tenir compte des coefficients stoichiométriques que l'on a mis en place dans l'équation de dissolution. Et là, on parlera donc de concentration effective. Alors je vais vous proposer des petits exemples d'application et vous allez voir que là encore ça va se simplifier. Donc une masse de 5 g de sulfate de sodium est dissoute dans 250 ml d'eau. Donc je vous propose deux questions, déjà de me trouver la concentration molaire de soluté apportée dans la solution, et enfin je vous demande de me calculer la concentration molaire de chacune des espèces présentes en solution, donc de chacun des ions présents dans la solution. Pour pouvoir calculer la concentration molaire de soluté apportée dans la solution, vous avez dû, dans un premier temps, calculer la masse molaire du sulfate de sodium et vous avez donc dû aller rechercher dans votre classification périodique les masses molaires atomiques des différents constituants du sulfate de sodium, à savoir le sodium, le soufre et l'oxygène. Si vous faites ce calcul, vous trouvez donc une masse molaire de 142,04 g par mol. Vous faites le calcul suivant. Vous cherchez la quantité de matière qui correspond à 5 g de sulfate de sodium. Donc N c'est égal à M sur grand M. Et vous allez diviser le tout par
le volume de solution, c'est-à-dire les 250 ml d'eau. On fera bien entendu attention aux unités. Donc 250 ml, ce n'est pas une unité adaptée. Donc vous allez passer en litres. Et le résultat final devra être donné avec deux chiffres significatifs uniquement. Donc ici, notre résultat sera 0,14 mol par litre. Alors maintenant, nous allons calculer la concentration molaire de chacun des ions présents dans la solution. Alors ici, pour résoudre l'exercice, j'ai utilisé un tableau d'avancement, ça me permet d'avoir l'évolution des différentes concentrations au cours du temps. Je constate ici que si j'ai X mol de sulfate de sodium qui disparaît, j'ai 2X mol d'ion sodium qui apparaissent et uniquement X mol d'ion sulfate qui apparaissent. On voit donc bien ici que les coefficients de proportionnalité vont encore bien correspondre au nombre stoichiométrique de l'équation de dissolution. Et donc dans notre cas, la concentration des ions sodium à l'état final est égale à 2 fois la concentration de soluté apportée et la concentration des ions sulfate à l'état final est égale à la concentration de soluté apportée. Voilà, ce long chapitre est terminé. Je vous invite maintenant à vous entraîner avec les exercices du plan de travail. À bientôt pour une nouvelle vidéo.